Nous sommes désormais condamnés à la culture. C'est impossible de récupérer la spiritualité caractéristique de la zone rurale, populaire, folklorique ou traditionnelle dans le sens du Moyen-Âge. Nous sommes condamnés à la culture, et cette culture est exclusivement la culture des livres. Une vie, une œuvre, Mircea Eliade. Une émission de Simone Douek et Jean-Claude Loiseau. 10 novembre 1959. Ces 30 années et plus que j'ai passées parmi les dieux et les déesses exotiques, barbares, irréductibles, nourris de mythes, obsédés par les symboles, bercés et envoûtés par tant d'images arrivées jusqu'à moi de ces mondes engloutis, m'apparaissent aujourd'hui comme les étapes d'une longue initiation. À chacune de ces figures divines, de ces mythes ou symboles, se rattache un danger affronté et surmonté. Combien de fois j'ai failli me perdre, m'égarer dans ce labyrinthe où je risquais d'être tué, stérilisé, émasculé par une de ces terribles déesses mères, par exemple. Une série infinie d'aventures intellectuelles. J'entends le mot aventure dans son sens primaire de risque existentiel. Ce ne furent pas seulement des connaissances acquises lentement et à loisir dans les livres, mais autant de rencontres, d'affrontements et de tentations. Je me rends parfaitement bien compte à présent de tous les périls que j'ai côtoyés pendant cette longue quête. Et en tout premier lieu, le risque d'oublier que j'avais un but, que je me dirigeais vers quelque chose, que je voulais arriver à un centre. Mircea Eliade, historien des religions, philosophe, romancier, novelliste, homme de science et homme de lettres d'une culture immense. À lui restent liés des mots-clés, ceux de mythes, rites, symboles, sacrés. La rencontre d'un homme, d'un érudit, d'un sage, qui a ouvert des champs de recherche inédits et dont on aura encore à découvrir des influences. Mircea Eliade disparaissait le 22 avril 1986. J'ai fait sa connaissance en Roumanie lorsque j'avais 20 ans, 21 ans. Lui, il était à peine un peu plus âgé que moi. Eugène Ionescu. Il venait des Indes et il nous impressionnait beaucoup. C'était un jeune homme qui avait déjà, pour son âge, une culture extrêmement vaste. Il connaissait déjà plusieurs langues. Il était déjà connu en Roumanie par ses romans plus ou moins mystiques. Et il venait des Indes avec un enseignement nouveau qui nous surprenait et que l'on admirait. Il parlait d'une façon très vivante. Il bougeait tout son corps. Il parlait avec son corps et avec son cœur. Et il écrivait beaucoup, toujours dans les journaux. Il était amical à ce moment-là, comme il l'a toujours été, mais quelquefois assez ferme sur ses opinions. Il détestait ce qu'on appelle le sentimentalisme. Il n'aimait pas la littérature frivole. Il se sentait chargé d'un message qui venait de très très loin, qui venait des Indes, de la culture indienne. Il espérait alors que l'Orient pourrait fructifier l'Occident, qu'il pourrait y avoir une rencontre entre l'Orient et l'Occident. Mais ça n'a pas eu tellement lieu, c'est plutôt au lieu que l'Orient fructifiât l'Occident, c'est l'Occident qui malheureusement a colonisé spirituellement l'Extrême-Orient par son marxisme, par son progressisme et surtout par les hérésies marxistes dont Eliade avait une saine répugnance.
Le marxisme et la psychanalyse nous ont montré l'efficacité de la démystification, c'est ce qu'ils appellent le vrai sens, ou le sens premier d'un comportement, d'une notion ou d'une création culturelle. Mircea Eliade. Dans notre cas, il nous faut entreprendre une démystification à rebours. Autrement dit, il faut démystifier les univers, les langages apparemment profanes de la littérature, de la peinture, du cinéma, et montrer tout ce qu'ils comportent de sacré. Évidemment, d'un sacré ignoré, camouflé ou dégradé. Peut-être que je le trouvais trop à droite. Je le suis devenu par la suite. Par la suite et à la suite de la catastrophe de l'utopie qu'il combattait. Il recherchait le sacré dans le quotidien et il sacralisait de cette façon le quotidien. Pour lui, le sacré, c'était le réel et je n'avais pas encore une connaissance très exacte de ce que voulait dire pour lui le sacré. Certes, dans un monde désacralisé comme le nôtre, le sacré est surtout présent et actif dans les univers imaginaires. Mais on commence à se rendre compte que les expériences imaginaires sont constitutives de l'être humain au même titre que ces expériences diurnes. Dans ce cas, la nostalgie pour les épreuves et les scénarios initiatiques, nostalgie déchiffrée dans tant d'œuvres littéraires et plastiques, révèle le désir de l'homme moderne d'un renouvellement définitif et total, d'une rénovation qui puisse transmuer l'existence. Son intérêt pour l'histoire des religions commence lorsqu'il avait 16 ou 17 ans. Et au moment où, en général, d'autres débutent, Eliade avait écrit un millier d'articles sur les sujets les plus divers et 12 volumes. Donc il avait à peine 30 ans qu'il avait publié tout ça. Ion Coulianou, professeur d'histoire des religions à l'Université de Chicago. Eh bien, ça s'explique un peu, je crois, par un certain enthousiasme national, même on pourrait dire nationaliste, qui animait cette Roumanie après la Première Guerre. Et Eliade est certainement le personnage le plus intéressant de cette génération jeune. Il est reconnu comme chef de sa génération par des gens encore plus jeunes que lui. Je mentionnerai ici le philosophe Émile Cioran, qui avait probablement 16 ans à l'époque où Eliade en avait 20, et qui raconte que le point le plus intéressant de sa vie, c'était d'aller chercher le journal qui arrivait 2 fois par semaine en Provence, où il était, pour lire les articles d'Eliade. Donc, il y avait cet énorme retentissement. À 26 ans, il écrit un best-seller, le roman Nuit Bengali. Enfin, c'est le titre français, mais le roman s'appelait un roman Maitreyi. Et il y avait également ce rayonnement de l'exotique, parce qu'Eliade avait passé 3 ans dans une onde splendide et trouble que les Occidentaux confondent parfois avec tout ce qui est occulte, exotique, extraordinaire, spirituel, etc. Eh bien, il y avait cette aura autour de lui en Roumanie. Et c'est avec cet enthousiasme qu'il entame l'étude du yoga, qu'il entame l'étude du chamanisme, l'étude de l'alchimie, parce qu'au centre de tous ces courants religieux, il y a la figure d'un spécialiste du sacré, de quelqu'un qui manipule le sacré d'une manière plus plénière. Disons. Bon, le yoga qui est capable d'exploits extraordinaires, le chaman également. Eh bien, c'est ce qui fascine
certainement Eliade à l'époque, et on pourrait appeler cette période dans sa vie le cycle andien, qui exprime certainement une croyance sans réserve envers les phénomènes paranormaux. J'inaugurais mes premières expériences le 1er juillet 1907. Quelques semaines auparavant, je m'étais livré à un sérieux examen de conscience. Je renonçais au tabac, à l'alcool, à la viande, au café, à tout ce qui flatte le goût. J'essaie de rapporter ici la pénible histoire des premières étapes que je me contraignis à franchir. 6 mois environ s'écoulèrent. On n'imagine pas combien je dus durcir ma volonté. Je fus plus d'une fois tenté de revenir à mes études historiques. Par bonheur, la lettre de Honigberger me prouvait que les choses vers lesquelles je tendais sont possibles. Elle réchauffait sans cesse mon ardeur. Et cependant, je ne m'étais jamais imaginé que l'on pût progresser si loin, au prix d'un effort relativement si médiocre, pour toucher à la fin extraordinaire que voici. Se sauver par soi-même de l'anéantissement, de l'ignorance et de la douleur. Après 2 semaines d'efforts infructueux, je compris que je ne parvenais à rien de valable parce que je négligeais de braquer mes pensées sur un objet unique, tandis que je soumettais mon souffle aux contraintes rythmiques prescrites par le texte de Patanjali. La résistance qui m'opposait un obstacle majeur provenait justement de cette vacuité de l'entendement, à laquelle je n'avais pas jusqu'alors prêté attention. J'essayais donc de suivre le conseil de Honigberger. Je me colmatais les oreilles avec des bouchons de cire. Je priais quelques minutes. Je commençai par pranayama et fus gratifié d'un état de repos spirituel inaccoutumé. Je me souviens encore maintenant de mes premières impressions. C'était comme si je me fusse trouvé au milieu d'une mer agitée. Puis elle se calma à vue d'œil, jusqu'à ce qu'il n'en subsistât rien qu'une étendue infinie, que ne fronçait ni la plus petite vague, ni la moindre émotion. Suivit un sentiment de plénitude que je ne puis comparer à rien, sinon à l'impression dont on est souvent dominé lorsque l'on a longtemps entendu une composition de Mozart. C'est une des personnes que j'ai connues qui a le plus de passion, d'intérêt dans les domaines les plus divers. 15 décembre 1960. Je suis de plus en plus convaincu de la valeur littéraire des matériaux dont dispose l'historien des religions. Si l'art, et en tout premier lieu l'art littéraire, la poésie, le roman, connaît une nouvelle renaissance de nos jours, elle sera suscitée par la redécouverte de la fonction des mythes, des symboles religieux et des comportements archaïques. Au fond, ce que je fais depuis plus de 15 ans n'est pas totalement étranger à la littérature. Il se pourrait que mes recherches soient considérées un jour comme une tentative de retrouver les sources oubliées de l'inspiration littéraire. Marie-France Ionesco. Bon, chacun sait qu'il était historien des religions, herméneute, philosophe, anthropologue. Il était également écrivain, et à mon sens un très grand écrivain, auteur de romans, de nouvelles, de contes, également de 2 pièces de théâtre, moins connues, et aussi, et tout aussi important que les activités précédentes, l'auteur d'un journal, dont 2 volumes sont parus jusqu'à présent. Journal qui, pour lui, avait une fonction très complexe. C'était à la fois, je crois, une discipline, un carnet de laboratoire, un carnet de recherche, également une façon de dire, d'une façon simple, les riens de la vie de chaque jour, le quotidien.
Et d'ailleurs, Mircea Eliade, dans son journal, notait, a fait des considérations sur la notion même de journal comme genre. Et il insistait sur le fait qu'il trouve suspect les journaux qui sont trop littéraires, trop parfaits. Il accordait beaucoup de prix aux journaux racontant les faits apparemment insignifiants. Or, on sait que justement, toute l'œuvre d'Eliade, c'est de montrer que rien n'est insignifiant, que tout peut devenir signifiant, très signifiant et révélateur. Luxor, 11 septembre 1976. Esnay. Nous avons dû nous réveiller à 6h30 afin de visiter le plus tôt possible le temple consacré à Khnum, le dieu à tête de bélier portant une couronne entre les cornes. J'avais déjà vu des statues et des bas-reliefs représentant ce dieu dans pas mal de musées. Ce qui me séduit en lui, c'est qu'il s'agit d'un dieu cosmogonique. En modelant de l'argile sur un tour de potier, il avait créé l'œuf d'où étaient issus et le monde et l'homme. J'ai l'œil attiré par certaines scènes que je compte examiner plus en détail sur les photographies et les reproductions que je pourrais trouver à Chicago. La danse du prêtre devant la déesse et la visite de Septime Sévère et de sa femme Julia Domna. Le mur qui entourait le temple et son couloir extérieur a servi de carrière de pierre lors de la construction de la ville. Esnay compte aujourd'hui 35 000 habitants. Nous repartons à 9h30 et arrivons aux écluses peu après. Admirable Paul Ricoeur. Il ne saurait se passer d'un journal, et néanmoins il ne semble pas le moins du monde affecté par les nouvelles qu'il peut y lire. J'imagine qu'il peut très bien se remettre au travail comme si de rien n'était, 1 heure à peine après en avoir terminé la lecture. À lui, mieux qu'à quiconque, s'applique la fameuse maxime de Hegel: c'est en lisant son journal du matin que le lecteur communie avec l'esprit universel. Ce matin-là, Paul paraissait inquiet, préoccupé, triste même, car il lui avait été impossible, tant à bord que sur les quais du port, de mettre la main sur le moindre journal en aucune des langues qu'il connaît. Il partit alors d'un pas décidé vers le bazar et en revint 1 demi-heure plus tard, rasséréné. Il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Un journal local, écrit en arabe bien sûr, mais dont la dernière page contenait un résumé des dernières nouvelles en français. Et ça lui paraissait fantastique que moi, je m'intéresse encore dans un voyage en Égypte où on était auprès des dieux, que je m'intéresse aux journaux de la vie quotidienne. Et ça le dépeint, tout à fait. Dans un café près de la Sorbonne, avec le philosophe Paul Ricoeur. Mais alors, je voudrais dire quelque chose de l'ami, parce que ça a été important dans ma vie, et beaucoup plus que je ne le croyais. Depuis sa mort, j'ai compris le vide. C'était non seulement des fréquentations universitaires, vous savez, aux États-Unis, on se fréquente beaucoup, plus qu'en France, entre collègues, et les familles, et les femmes, etc. Mais aussi, j'ai eu la chance de faire 2 très grands voyages avec lui. Un voyage en Égypte et un voyage au Mexique. Et il connaissait tout avant dans les livres, mais il retrouvait. Et alors, c'était un commentateur extraordinaire qui ne vous assommait pas comme un guide, mais qui disait toujours le mot juste, là où il percevait une hésitation, une absence, et il disait, voilà, ça c'est de tel siècle, ça c'est de tel autre siècle. Avec toujours cette espèce de respect, non seulement des pierres, et des gens qui sont là, et aussi de la population, parce qu'il regardait aussi les Mexicains, les Égyptiens, ce que ne font pas toujours les touristes. Et je l'ai vu qu'une fois lever un peu le ton, quand dans le grand musée du Caire, le guide a dit « Ici, tout a commencé ». Il a dit « Non, c'est en Mésopotamie, ça n'est pas ici ». Mais avec une façon de s'excuser, n'est-ce pas ? C'était un homme, plusieurs l'ont comparé, je crois à juste titre, à ces gens de la Renaissance, Pic de la Mirandole, vous voyez. Je crois qu'il était pris depuis sa jeunesse, depuis l'âge de 12 ans, si vous voulez, où il a commencé à écrire, même publier, 14 ans, par une frénésie de connaissances, alors non seulement donc, des religions étrangères, mais des choses étrangères aux religions. Ce qui lui permettait de dire que, d'une certaine façon, le sacré ne meurt pas. Il se transforme, et il le trouvait transformé ici ou là. Il était très informé de l'état des sciences, de l'état de la biologie, de l'état de la médecine, et c'est pourquoi d'ailleurs il pouvait avoir une conversation intelligente avec les gens de toutes sortes de spécialités.
Moi, j'étais toujours stupéfait de cette présence tranquille qu'il avait auprès de spécialistes qui n'étaient pas du tout sa spécialité. Il ne se sentait ni offensé, ni humilié, et encore moins effrayé. Il savait tout, il avait tout lu. Oui, il faut dire que c'est un insomniaque. Alors, je suppose qu'il devait lire la nuit. Il écrivait alors beaucoup. Parce que c'est un, comme vous le savez, bon, il a son œuvre scientifique, mais il y a tout un dégradé en quelque sorte entre son œuvre scientifique et puis son œuvre littéraire. Et il y a des essais qui sont déjà sur le bord de l'anecdote. Et puis il y a ces romans où il y a toujours le décrochage du fantastique. La plupart des choses commencent de façon ordinaire, mais tout d'un coup, on est dans le fantastique. Alors là, je crois que nous retrouvons l'homme danubien, les Carpates Danube, vous voyez, car c'est le lieu des dernières légendes européennes. Moi, j'ai entendu dire très souvent, mais l'homme néolithique, je l'ai vu mourir dans les Balkans. C'est le paysan danubien, c'est le paysan des Carpates. Et alors, donc, il y avait ce fond qui était reprojeté après cela dans le fantastique. Bon, et puis à côté de cela, il y avait son journal, dans les sélections de son journal, et en plus un doublé du journal, ce qui m'a toujours étonné, qui était l'autobiographie. C'est assez étonnant que quelqu'un écrive en somme au jour le jour, et puis encore réécrit à reculons, en quelque sorte. Puisque l'autobiographie, c'est une reconstruction après coup. Puisque le journal, on avance au jour le jour. Et alors, c'est d'ailleurs cet entrecroisement du journal et de l'autobiographie qui, pour moi, est assez énigmatique. Parce que ce sont deux façons différentes d'écrire, et je n'ai jamais très bien compris pourquoi il avait besoin des deux. Pourquoi s'intéresse-t-on à l'autobiographie ou au journal? C'est une chose qui m'a toujours intrigué. Est-ce que c'est pour connaître une vie? Mais une vie, c'est une vie parmi d'autres. Pourquoi celle-ci? Et moi, je me demande si ce n'est pas un essai de rejoindre l'homme et l'œuvre. Parce que dès qu'on écrit un livre scientifique, technique, on ne parle pas de soi. Mais alors, il y a une sorte d'absent qui est l'auteur. Et le lecteur aime reconstituer, en quelque sorte, combler cette absence. Parce que, évidemment, il y a, je crois, dans la littérature, des autobiographies de gens qui n'ont fait qu'une autobiographie. Mais je croirais que c'est un cas exceptionnel. Et que les grandes autobiographies que nous intéressons, ce sont les œuvres d'auteurs dont nous connaissons par ailleurs l'œuvre. Gide est pour moi exactement le modèle. Lirions-nous le journal de Gide si nous n'avions pas lu les grands romans, les essais de Gide? Moi, je m'intéresse beaucoup d'ailleurs à cette espèce de permutation entre la première et la troisième personne. Parce que dans les romans, on raconte ce que quelqu'un, un héros fantastique ou autre, a fait ou a dit quand on parle de soi. Mais on en parle de soi comme en réalité du héros d'un roman. Et en réalité, on compose le roman de sa propre vie. C'est pourquoi je crois qu'il y a une sorte d'échange entre le roman sur les autres, le roman sur soi-même, sous son double modèle de l'autobiographie et du journal, et alors l'œuvre scientifique qui retrouve son auteur, en quelque sorte, l'auteur qui s'était exclu de lui-même en écrivant à la première page les dieux de la Grèce, etc. Bon. 21 juillet 1977. 7e et dernière séance d'enregistrement avec Roquet. À l'en croire, le texte définitif sera des plus intéressants et des plus utiles. Je persiste à penser que s'il n'y avait pas eu de magnétophone entre nous, nos entretiens auraient été beaucoup plus spontanés et j'aurais pu faire preuve de plus d'originalité et surtout de plus d'audace. En revanche, l'accord s'est vite fait sur le titre à donner à l'ouvrage. Ce sera « L'épreuve du labyrinthe ». Ça a été une épreuve parce qu'il s'agissait pour lui de revivre sa vie et parce qu'en effet le labyrinthe est un thème important pour lui, de même que l'épreuve. Claude-Henri Roquet. Je relisais tout à l'heure précisément, je rouvrais le journal et j'y voyais un passage que je n'avais plus à l'esprit où il parle de l'enfer de la vie, n'est-ce pas, des épreuves infernales qu'on peut traverser. Il parlait de labyrinthe infernal et d'épreuves. Mais il disait aussi, en les voyant comme épreuves infernales, tout d'un coup, je me sens une énergie, enfin je le cite à peu près, une certaine énergie qui m'en délivre.
Alors ça, c'est très important, parce que des difficultés, des douleurs, des amertumes, des échecs, il en a connu comme chacun de nous, et je dirais qu'il en a eu largement sa part. Mais je crois que ce qui le marque, c'est d'avoir toujours considéré cela comme des épreuves, c'est-à-dire au fond comme la matière noire de l'alchimiste, ce qui nous est en somme donné par les dieux, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple les puissances de l'histoire, pour la connaissance de soi, pour mieux dire encore, pour la transformation de soi. C'est ce qui fait de lui cet auteur extraordinaire du journal. Il disait, il faut avoir la bosse du journal, et c'est vrai, il ne suffit pas de noter au jour le jour ce qui nous arrive. Non, il faut un génie particulier, il l'avait. Mais aurait-il eu ce génie du journal, comme il l'a eu, s'il n'avait eu ce désir profond, et je le cite, de sauver le temps? Alors, je ne sais pas, en y pensant, là, si ce qui est important dans l'expression « sauver le temps », c'est le temps ou le salut. Bon, les deux vont ensemble, bien entendu. Mais certainement, ce thème du salut est très important chez Eliade. Il va avec la perte, bien sûr. C'est un homme qui a perdu son pays, qui a perdu ses manuscrits, qui a perdu un certain passé, une certaine gloire en Roumanie. Il a fait l'expérience de la perte. Et en même temps, tout son travail est de ne rien perdre. J'ai osé un jour lui dire, en somme, vous êtes l'homme de la nostalgie heureuse. Et elle dit, c'est une très belle formule. Parce que, effectivement, par le souvenir, je le cite à peu près, je retrouve, je sais ce que j'ai perdu, donc je le retrouve, donc je n'ai rien perdu. C'est pourquoi il concevait aussi cette discipline royale de l'histoire des religions comme une arche de Noé. C'est-à-dire au moment où le monde se perd lui-même, n'est-ce pas, ou va se perdre, ou perdra l'essentiel, où nous éprouvons la perte. Ce n'était pas collectionner de vieilles choses d'une façon nostalgique, son travail. C'était garder la mémoire, retrouver la mémoire. C'est pourquoi l'anamnèse, c'est-à-dire, on pourrait dire la remémoration, le souvenir, l'œuvre de la mémoire, est essentielle chez lui. La mutation est donc intervenue en ces temps, mythiques ou non, peu m'importe, car les mots n'impressionnent pas le scientifique que je suis, en ces temps qui ont immédiatement suivi le bannissement de l'homme hors du paradis. Le châtiment dont parle le chapitre 3 de la Genèse, c'est l'amnésie. La tour de Babel, mon père, est l'illustration la plus parfaite de ce qu'est l'amnésie. Ces gens-là avaient entrepris de faire une œuvre ambitieuse, absurde, sacrilège, tout ce que vous voudrez. Mais ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient construire une tour qui s'élèverait jusqu'au ciel. Dieu est intervenu d'une façon très simple. Il a provoqué une mutation, d'ordre mental cette fois. Leurs langues sont devenues folles. Ils ne s'entendaient plus, ils ne pouvaient plus communiquer. Leur projet, même s'ils ne l'avaient pas oublié, ils ne pouvaient plus le poursuivre, parce que l'activité de ces milliers de gens n'était plus qu'une agitation chaotique, aberrante, semblable à une monstrueuse, à une gigantesque prolifération cellulaire. Alors justement, comment lui, Eliade, se place-t-il dans ce temps et dans cette histoire ? Il y a une notion eliadienne qui est celle de terreur de l'histoire. Il est évident que notre temps historique, quotidien, banal, est un temps amoindri, appauvri, un temps de l'illusion, on peut dire. Marie-France Ionesco. Temps dans lequel nous sommes jetés, peut-être à la suite de la chute, enfin d'une perte, d'une rupture avec je dirais, l'être absolu, et que notre rôle, notre but, notre salut, c'est malgré tout de pouvoir avoir accès de nouveau à la suite d'un travail d'attention au monde, de déchiffrage des signes, au temps premier, au temps parfait, au temps complet. Mais il y a une œuvre que je crois être l'une des plus réussies, une des nouvelles en prose les plus réussies de Mircea Eliade, le Bordel des Bohémiennes, où l'on voit un petit homme tout à fait quelconque, médiocre, un petit prof de piano, et qui va vivre une aventure qu'il ne comprend pas, qu'il ne comprendra que très tard. Et cette aventure, c'est finalement
son entrée dans le temps mythique, le temps primordial, le temps transparent, par opposition à notre temps quotidien, opaque, confus, limité. Et cette initiation va se faire au cours de ce qu'on pourrait appeler une descente aux enfers. Ce moment-là, les enfers prendront la forme d'une maison de rendez-vous, chez les fameuses bohémiennes, justement. Et là, il est reçu par 3 femmes, qui sont-elles les 3 parcs, les 3 cordécates, les 3 grâces, devenues prostituées de faubourg. Et par elles, plus exactement la visite qu'il va faire dans cette maison, qui se présente comme une maison de rendez-vous avec tout le kitsch que ça peut comporter, des paravents, des poufs, des dentelles, des abat-jours multicolores, etc. Sans s'en rendre compte, d'abord il aura une expérience fondamentale, si je puis dire, qui est la mort, dont il ne se rend pas compte, il se rendra compte quand il reviendra dans le temps quotidien. Et là, encore une fois, avec tous les ingrédients d'un érotisme kitsch, le personnage est amené, malgré lui, d'abord à entrer dans le temps complet mythique et surtout, ça c'est un grand thème éliadien, à se ressouvenir. C'est-à-dire à pouvoir vivre l'anamnèse, c'est-à-dire à récupérer, à faire que ce qui était perdu ne le soit plus, et cela, c'est le propre du temps mythique, qui est celui de l'anamnèse. Et puis, je crois qu'il y a 2 autres directions. Il y en a une qui apparaît dans Les Hooligans. Les Hooligans étant le 2e volet d'un diptyque, le premier, malheureusement pas encore traduit en français, dont la traduction serait Retour du paradis. Dans ces 2 romans, écrits à Bucarest dans les années 30, on peut voir les convulsions, les agitations, les excès, les débordements d'une partie de la jeunesse, d'une grande partie de la jeunesse. Dans le premier des 2 romans, Retour du paradis, l'un des frères Anicet étant leur nom de famille, s'engage violemment auprès des grévistes de la Calea Greviti, c'est-à-dire des émeutes communistes. Et en même temps, donc c'est très violent, c'est des mouvements de masse, de vitalité. En même temps, il vit un amour double, autre grand thème, je dirais, des premières œuvres romanesques d'Héliade. Il aime 2 femmes, dont une prostituée, etc. C'est une sorte de déchaînement. Je ne dirais pas de dérèglement programmé de tous les sens, non, mais une sorte d'affolement. Aussi bien, disons, de la sensualité que de l'engagement, pas tant politique que vers quelque chose un excès, qui bien sûr ne peut aboutir qu'à la catastrophe. Dans Hooligan, c'est l'histoire de l'autre frère, qui lui aussi connaît un double amour, l'un, je dirais, angélique, ou en tout cas pur, et un autre beaucoup plus charnel. Et d'ailleurs, vous savez que peut-être qu'à propos des Hooligans, Mircea Eliade a été traité de pornographe, il a eu des ennuis, enfin il a été attaqué dans la presse, c'était un livre qui a fait scandale au sens où c'était un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Et dans Les Hooligans, le 2e frère, lui, vit aussi 2 amours de nature très différente et en même temps, il est impliqué dans ces mouvements, alors là, sur fond, disons, de fascisme, etc. Mais les 2, aussi bien dans Retour du paradis que dans Les Hooligans, ces 2 mouvements se caractérisent par leur excès, par finalement, inconsciemment, cette espèce de course inévitable vers l'échec, vers la mort, finalement. Et d'ailleurs, il y a un des personnages dans Les Hooligans, qui, on ne peut pas dire que ce soit la voix de l'auteur, mais je crois tout de même que c'est une des voix de l'auteur quand même, qui s'appelle Dragu, et qui au début parle de ce mouvement, disons, qu'on pourrait qualifier en gros de fascisme, dont il parle en termes intellectuels, comme d'une possibilité intellectuelle. Et le même personnage, à la fin du roman, réfute, refuse et condamne les implications pratiques d'une telle tentation, d'une telle expérience intellectuelle qui finira mal. Mais ce sont, je dirais, il me semble que ce que montre Eliade à travers ces 2 romans, c'est l'échec inévitable de ces formes vitales sans assise spirituelle. Aussi bien ce n'est plus de la sensualité, je dirais que c'est de l'érotisme. L'érotisme même assez violent. Très violent, la scène du viol, enfin, dans le train, c'est-à-dire une sorte de dégénérescence, de perversion de ce que pouvait être la sensualité comme révélation du sacré dans La Nuit bengali. Ici, elle n'est plus cela, elle devient obscénité, à la limite, disons, pornographie, mais voulue, enfin, je veux dire, parce que c'est un moteur qui s'est emballé
aussi bien sur le plan des idées, d'où les tentations des excès politiques, que sur le plan, disons, de la sensualité qui devient mortifère et brutale et obscénité. Si tu as sommeil, tu peux dormir, dit Mitika. Il nous reste presque 2 heures avant la frontière. Moi, je vais fumer. Il avait la bouche amère, mais il alluma une cigarette pour faire quelque chose. Il ne pouvait pas dormir. Pas parce qu'il était satisfait, pas non plus de crainte que Marcella pût en profiter pour se sauver. Elle se trouvait maintenant avec lui, dans son compartiment à lui. Mais elle ne disait mot. Elle était inerte, molle, les traits décomposés, le maquillage effacé, les yeux exorbités. Elle avait peur de lui, une peur aveugle, animale. Peur de se faire déchirer la chair, briser les os. Cette peur, elle n'arrêtait pas de la ressentir au plus profond de son corps, depuis qu'il l'avait sauvagement pénétrée. Jamais elle n'aurait pensé qu'elle pouvait tomber aussi bas et pourtant survivre. Elle était humiliée, bafouée, elle était surtout terrorisée par la force et la méchanceté de Mitika. Elle ne s'était pas défendue, parce qu'elle n'avait pas pu se défendre. C'était lui qui avait décidé de tout. Lui qui avait changé ses bagages de compartiment. Lui qui l'avait forcé à s'asseoir à côté de la fenêtre. Lui qui l'avait immobilisé avec ses jambes. À présent, rien de ce qui arrivait n'avait plus d'importance. Coucher avec lui à l'hôtel, vivre avec lui à Paris et vivre comme il voudrait, plus rien ne comptait. Le pire était passé, et tout ce qu'elle pourrait endurer désormais serait insignifiant, neutre, ridicule. Le pire, elle y avait survécu, elle avait survécu au viol, à la bestialité. Mitika la déshabillait lentement, lentement. Il déchirait ses dessous et les jetait par la fenêtre avec une lenteur inhumaine. Il la violentait. Je me jetterais moi-même sur la voie, essayait-elle de crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Je ne pourrais pas faire autre chose, je ne pourrais pas. Et pourtant, elle s'était sagement laissée mener par la main dans le couloir, entièrement nue sous sa robe qui lui collait à la peau. Puisqu'elle n'avait pas tenté de se tuer à ce moment-là, elle savait bien qu'elle ne le ferait plus. La peur l'habitait. Elle n'était plus que peur. Mitika pouvait tout faire, tout exiger. Quand il lui demanda son passeport, son argent et son carnet de chèques, elle les lui remit sans réticence. Qu'il aurait pu lui en demander bien plus. Il aurait pu lui dire de se déshabiller devant les autres voyageurs, il aurait pu la prostituer avec eux dans le compartiment. Plus rien ne pouvait être grave, l'irréparable se trouvait derrière elle. Rien ne pouvait dépasser en horreur cet acte ultime, le viol. Marcella avait froid et elle tremblait de peur, elle tremblait dès que Mitika faisait un geste, elle tremblait dès qu'il ouvrait la bouche, elle s'attendait à n'importe quoi, n'importe quand. C'est vraiment un écrivain à part entière. C'est pas un très grand écrivain, mais c'est un vrai écrivain. Frédéric Tristan, écrivain. Quand il approche le roman ou la nouvelle, il le fait vraiment en tant que romancier, en tant que novelliste. Il oublie le côté historien, le côté érudit. Bon, il y en a un peu d'érudition, bien sûr. Enfin, il y en a aussi chez Thomas Mann, qui est ô combien un de nos plus grands romanciers. Et je crois que le côté fantastique qui apparaît parce que Eliade voyait, lui, dans sa vie quotidienne, tout comme quelque chose de fantastique, ou de merveilleux, peut-être. Il essayait de voir en quoi l'histoire des hommes, qui est une chose pesante, qui est une chose difficile, qui est pleine de guerres, qui est pleine de morts, qui est pleine de désastres, qui est pleine d'échecs. Cette histoire qui était finalement la chose contre laquelle il luttait le plus, n'est-ce pas? Et en ce sens, il est l'anti-marxiste, n'est-ce pas, par excellence. Encore qu'il faudrait sans aucun doute analyser tout cela de plus près, n'est-ce pas? Là, je vais trop vite, mais il est anti-marxiste par excellence dans la mesure où il ne croit pas que l'histoire a un sens. Ou si elle a un sens, c'est un sens mauvais, c'est un sens destructeur. Ce qui compte pour lui, c'est l'œuvre. Et l'œuvre s'oppose de quelque façon à l'histoire. Et elle s'y oppose parce qu'elle se faufile à l'intérieur de l'histoire et elle arrive de quelque manière à la corrompre. Enfin, c'est vrai que Marx aussi a dit, n'est-ce pas, il y a aussi des corruptions possibles dans l'histoire, n'est-ce pas? Et je crois que Eliade aurait dit, ben alors, soyons cette corruption-là, je vous en conjure. 25 août 1947. On me dit il faut être solidaire de son moment historique.
Aujourd'hui, nous sommes dominés par le problème social, plus précisément le problème social tel que l'ont posé les marxistes. Il faut donc répondre par son œuvre d'une façon ou d'une autre au moment historique dans lequel on vit. Oui. Mais j'essaierai de répondre comme l'ont fait le Bouddha et Socrate, en dépassant leurs moments historiques et en créant d'autres, ou en les préparant. L'histoire est considérée par Eliade comme cette souffrance nécessaire, ce passage au noir nécessaire, pour parler alchimie, ce passage au noir nécessaire qu'il faut traverser pour se transformer. Il faut donc être capable d'assumer cette histoire, mais de telle façon qu'au lieu d'en être les esclaves, on en devienne les maîtres. Mais les maîtres, on ne peut en devenir les maîtres que si on intériorise le problème de l'histoire. Pour lui, il y a deux grands mythes, entre guillemets, n'est-ce pas ? Deux grands mythes politiques dans notre siècle. C'est évidemment le mythe marxiste et d'autre part le mythe fasciste. Et ces deux mythes qui se renvoient l'un contre l'autre, bien sûr, ces deux mythes ont une extrême importance dans la pensée d'Eliade. D'abord parce qu'il a vécu ces choses-là, bien sûr, étant d'Europe centrale, il a su ce que c'était, dans les deux cas. Et il s'est aperçu que ces deux mythes, encore une fois entre guillemets, sont producteurs d'histoire, l'un et l'autre. Et que l'un et l'autre sont producteurs de désastres. Prenons le cas, par exemple, le plus intéressant, si je puis dire, c'est celui du marxisme. Il y a là une croyance très profonde d'ordre tout à fait anthropologique que Eliade a très bien saisi, à savoir que le mythe d'un paradis existe dans le communisme. Un jour, le prolétariat arrivera à une société idéale. Donc, un âge d'or. On retrouve bien cette idée d'âge d'or. De même, le prolétaire est l'homme élu. C'est celui qui pourra arriver à dominer le capitalisme, qui pourra arriver un jour à triompher du méchant. Le méchant étant évidemment le capitaliste. Il pourra triompher comme Saint-Georges triomphera du dragon. Il y a tout un aperçu semi-religieux, en quelque sorte, à l'intérieur de cela. Bon, si on prend maintenant l'autre côté, le fascisme, on s'aperçoit qu'il y a une dimension un peu du même ordre, n'est-ce pas ? À savoir que tous ces ressorts mythiques, scandinaves, germains, qui réapparaissent dans le fascisme, sont également utilisés pour remuer des foules et les amener à lutter contre des ennemis. Les ennemis de la race, par exemple. D'où le racisme typique au fascisme, etc. Alors Eliade a très bien étudié ces questions, et je dois dire qu'à l'intérieur de ces romans, à l'intérieur de ces fictions, on retrouve ces deux dimensions, de manière voilée, mais il y a toujours chez lui ce problème de l'exil de l'homme dans une histoire dominée par les idéologies. Pour lui, l'histoire fabrique de l'idéologie, et l'idéologie est toujours quelque chose qui diminue l'homme. « 1er janvier 1960. Chaque exilé est un Ulysse en route vers Ithaque. Toute existence réelle reproduit l'Odyssée. Le chemin vers Ithaque, vers le centre. Je savais tout cela depuis longtemps. Ce que je découvre soudainement, c'est que l'on offre la chance de devenir un nouvel Ulysse à n'importe quel exilé, justement parce qu'il a été condamné par les dieux, c'est-à-dire par les puissances qui décident des destinées historiques, terrestres. Mais pour s'en rendre compte, l'exilé doit être capable de pénétrer le sens caché de ses errances et de les comprendre comme une longue série d'épreuves initiatiques voulues par les dieux, et comme autant d'obstacles sur le chemin qui le ramène à la maison, vers le centre. Cela veut dire voir des signes, des sens cachés, des symboles dans les souffrances, les dépressions, les dessèchements de tous les jours. Les voir et les lire même s'ils ne sont pas là.
Si on les voit, on peut construire une structure et lire un message dans l'écoulement amorphe des choses et le flux monotone des faits historiques. Reprendre ce problème dans la conférence sur le mythe. Harvard, avril. Donc oui, l'exil chez Eliade, mais un exil comme épreuve de perte, qui est l'occasion de retrouver l'essentiel. Et j'ajouterais que si le premier exil, si le plus visible, c'est l'exil roumain, Claude-Henri Roquet. Ce n'est sans doute pas le seul exil qu'a vécu Eliade et dont il ait fait quelque chose. Enfin, il faudra dire longuement que cet exil a donné gloire à la Roumanie. N'est-ce pas, non seulement pour Eliade, cet exil a été important, mais je dirais pour la Roumanie, bien entendu, n'est-ce pas? L'exil, c'est aussi une diaspora, c'est-à-dire le fait d'essaimer, n'est-ce pas? Et de mettre en lumière cette terre essentielle à Eliade et à ses amis. Bon, l'exil d'Eliade a donné la Roumanie ou a redonné la Roumanie au monde, n'est-ce pas? Mais il est très clair qu'Eliade s'est identifié à la figure d'Ulysse et au mythe d'Ulysse. Et alors là, il faut bien se rappeler en quoi consiste pour Eliade, je dirais pour l'historien des religions, l'identification à un mythe. Le mythe n'est évidemment pas une histoire qui flotterait sur le réel, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire fondatrice, c'est-à-dire qui nous permet de vivre réellement, n'est-ce pas? Et il nous a montré très souvent que si l'Australien a la force de franchir les épreuves de la mer dans sa pirogue, eh bien c'est parce qu'il se raconte une histoire, c'est-à-dire qu'il vit un mythe dans lequel l'ancêtre, le héros mythique, la figure profonde, a accompli ce voyage, a fait cette traversée. Le mythe, parce qu'il est une figure exemplaire et intérieure, nous donne la force, dirons-nous, de devenir ce que nous sommes sans le savoir, n'est-ce pas, ou d'accomplir une virtualité. Et ce qui est important, c'est de voir que quand Eliade se reconnaît en Ulysse, il nous montre que le sens du mythe demeure dans la culture profane. D'une part parce que nous sommes toujours fascinés par le récit, n'est-ce pas? Raconter une histoire, nous le ferons jusqu'à la fin du monde, dit-il à peu près, n'est-ce pas? L'homme est un être fasciné, pour reprendre un mot qu'il employait souvent, par les histoires, le récit. Mais pourquoi? C'est parce que le récit donne forme à notre vie. Non pas seulement parce qu'il est une façon de passer le temps, au sens du divertissement, mais peut-être au sens sacré de traverser le temps vers l'éternel. Le mythe comme l'image, n'est-ce pas, le récit comme l'image, sont des moyens par lesquels l'homme se constitue dans le monde et aussi passe de ce monde illusoire au monde véritable, n'est-ce pas, échappe au chaos et au flux, comme il dit, pour accéder, alors il dirait au sacré, j'aimerais dire à la véritable lumière intérieure. Je crois qu'il approuverait aussi cette formule. Bien entendu, le sacré est radicalement opposé au profane. Mircea Eliade en 1979. Mais il est accessible, c'est-à-dire par les rites, les sacrements, à travers l'enseignement des mythes. Donc, le sacré est, comme vous le savez, on ne peut pas le définir en quelques mots, mais en tout cas, au moins pour les sociétés traditionnelles, archaïques, orientales, le sacré est ce qui est absolument réel, qui a une origine transhumaine et transterrestre, des êtres surnaturels, soit des dieux, des déesses, des esprits, mais en tout cas une origine extra-humaine, donc réalité, origine transhumaine et fertilité, richesse, ce qui donne sens à la vie. Et ce sacré, l'expérience de sacré, est universelle. Bien entendu qu'elle n'est pas accessible à tout le monde n'importe quand, mais c'est à travers les rites collectifs, les rites individuels d'initiation, des sacrements, que le sacré est assimilé.
Je suis le professeur d'histoire de religion à l'Université de Chicago et on m'a donné la chaire qui s'appelle la chaire de Mircea Eliade en l'honneur de Mircea Eliade, la chaire d'histoire de religion. Pour cela, c'est un honneur, mais ça aussi m'oblige. It's frightening. Wendy O'Flaherty.